Bonjour Mathilde. Bonjour Gabriel, merci d'être venu jusqu'ici. Ouais, merci à toi de nous Tu accueillir. vois, à Ivry, où quand même, je disais tout à l'heure, ils ont quand même de la chance sur les HLM qui ont été construits à cette époque-là, parce qu'ils ont tous des terrasses avec des arbres dessus. D'accord. Et ça, c'est assez classe. Je sais pas, tu vois des terrasses comme ça en fait. Ouais, je vois. Tout le monde a des terrasses comme ça. C'est planté. Ouais. D'accord. Avec un petit jardin, il y a de la terre, quoi. Bon, ça fait des petites infiltrations C'est d'eau sympa, parfois. ça date de quelle année? Excellente question. Ça, il faudrait que je redemande aux vieux de la cité. Ouais. Qui tous, mais c'est assez drôle parce que donc, tu vois, c'est anguleux comme ça, et donc tu as une fenêtre à hauteur normale, puis tu as une mini fenêtre là. Alors il lui disait, mais pourquoi tu nous as fait ça? Il dit, bah oui, pour que les enfants ils puissent voir dehors. Mais ça, c'est une grande époque. On a la même chose à Grigny avec la Grande Borne, qui a été conçue à la pour les enfants. Il y a des... Non, il n'y a pas les hublots, mais il y a tous ces aménagements extérieurs. Ah oui, la cité des enfants. La cité des enfants, toute cette relation à l'enfant. Regarde. Dans ton champ. Ah ouais. Un pigeon qui est venu nous saluer. Bon, depuis que tu es monté à la tribune de l'Assemblée pour demander qu'il soit voté l'état d'urgence climatique, quel bilan tu fais de ce que cela a déclenché ou provoqué comme prise de conscience dans l'hémicycle? Factuellement, on a gagné, puisque ça a été déclaré dans le projet de loi énergie-climat. Bon, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui adore faire ce que les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique appellent de l'inaction verbeuse, puisque en ce moment, J'ai vu qu'il y avait des fonctionnaires qui se mobilisaient. Ouais, exactement. En fait, ils ont créé ce qu'ils appellent un comité de défense écologique, parce que notamment depuis 2013, ils ont perdu 13 250 emplois dans le ministère et dans les agences, donc c'est juste énorme. Et concrètement, on est dans un moment, et là les fonctionnaires ont tout notre soutien sur cette question-là, on est dans un moment où l'État, même s'il y avait un gouvernement qui voulait mettre en place vraiment une transition écologique, ce qui n'est pas le cas, les jeunes ils ont raison de dire ministère de la transition écologique, on n'aurait pas les moyens humains de le faire. On n'a plus l'expertise publique indépendante, enfin en tout cas on l'a de moins en moins parce qu'on est en train de couper absolument partout. Quand même, là on est en période de canicule, c'est quand même incroyable de voir que Météo France perd chaque année un nombre d'effectifs important, plus important que tous les autres ministères et toutes les autres agences qui existent, alors que s'il y a quelque chose dont on a besoin, c'est de la prévision météorologique. Pareil sur le CEREMA. Le CEREMA, c'est ceux qui font de l'expertise, par exemple, sur les ponts, les routes. Ils ont une multitude de compétences. Donc, par exemple, sur une route, ils vont pouvoir voir la route en elle-même, mais aussi les questions de biodiversité autour, les questions d'artificialisation des sols. Et le CEREMA se fait saigner en ce moment sur ses effectifs. Le CEREMA, ouais, c'est quoi le CEREMA? C'est cette agence d'expertise publique, d'experts publics. Okay. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, ils travaillent à la fois pour l'État et à la fois pour les collectivités. Pour une collectivité, par exemple, il y a une collectivité dans le 95 où un acteur privé arrive et leur dit « il faut absolument que vous refassiez le pont va s'écrouler ». Bon, par chance, parce que le CEREMA, en plus, comme ils sont en manque d'effectifs, l'aide aux collectivités, ils le font de moins en moins, malheureusement. Par chance, il y a plusieurs experts du CEREMA qui sont venus, qui ont examiné le pont et qui leur disent « c'est faux, vous n'avez pas à refaire le pont ». Et si ces experts publics indépendants n'existent plus, ça veut dire concrètement qu'on laisse le privé faire. On donne tout au privé, en fait. Et donc, ils créent ce comité de défense écologique, les fonctionnaires du ministère, justement pour dire, si nous voulons être à la hauteur des enjeux écologiques aujourd'hui, il faut garder des moyens humains, des experts, il y a la coupe, évidemment, dans les effectifs, mais après, il y a des choses qui concernent tous les fonctionnaires. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui a fait extrêmement du mal, notamment sur la question de la transition écologique, mais aussi le fait qu'on gèle l'indice, le point d'indice, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez à l'IRSN, par exemple, l'Institut sur la radioprotection, donc ceux qui examinent tout ce qui est autour du nucléaire, donc c'est quand même une question très importante en termes de sûreté et de sécurité, ils vous expliquent que ça arrive dans 20% des cas des recrutements où la personne est d'accord pour être recrutée, l'IRSN est d'accord pour la recruter, dans 20% des cas, à cause des questions salariales pures, mais parfois à 100, 150 euros, les personnes ne viennent pas, et donc elles vont dans le privé. Donc on a une perte de compétences et d'expertise publique qui est extrêmement grave pour la question d'être à la hauteur de ces enjeux écologiques. Ça, c'est la première des choses. Donc il parle d'inaction verbeuse parce qu'effectivement, ce gouvernement est excellent pour faire des discours, pour dire à quel point c'est important, etc. Mais derrière, les actes ne suivent pas. Et je pense c'est pour ça que tu dis que factuellement, on a gagné. Exactement. Parce que
le groupe France Insoumise, par ta voix, demandait que soit voté l'état d'urgence climatique. Mais dans les faits, on est en pleine schizophrénie. Exactement. Et cette schizophrénie, je trouve qu'il y a des symboles en fait qui expriment ça. Ils sont en train de dire qu'on est dans l'état d'urgence écologique et climatique. Mais par exemple, quand on regarde, il y a plusieurs symboles. Le premier, c'est la question du libre-échange. Quand on regarde dans la logique même du libre-échange, le problème, c'est qu'on continue ce que nous, on appelle le déménagement du monde. Donc, on continue à augmenter le nombre d'échanges qu'il y a entre deux continents. Bon, là, on a eu, depuis le début, on a eu le CETA, Union européenne-Canada, le GEFTA, Union européenne-Japon, et maintenant, on a Union européenne-Mercosur. Je vais en reparler juste après. Continuer à faire ces accords de libre-échange, c'est une politique complètement archaïque. C'est utiliser des méthodes du XVIIIe siècle pour régler les enjeux du XXIe siècle. Et donc, on continue par ce libre-échange qui continue à tout va, à augmenter bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Il faut comprendre l'absurdité. Moi, je trouve que l'exemple le plus frappant de ça, c'est les négociations qui existent entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les négociations, elles portent sur le fait que nous, on amènerait des voitures, notamment là-bas. Alors déjà, ça, c'est absurde. Je veux dire, ils sont capables de construire des voitures là-bas. Bon, donc on va construire des voitures, puis les renvoyer en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais le pire, c'est ce qu'eux vont nous renvoyer. C'est que nous, on importerait du lait de Nouvelle-Zélande et d'Australie, alors que l'Europe est en surproduction laitière et que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. Ça illustre l'absurdité du monde dans lequel on vit. Et alors, quand on demande, mais pourquoi est-ce que vous continuez ces accords de libre-échange ? J'avais demandé ça au comité qui avait été mis en place par Emmanuel Macron lui-même pour évaluer le CETA, qui était d'ailleurs assez critique en disant qu'il y avait des problèmes sur l'agriculture, sur l'écologie. Et quand on leur demande, mais quels sont les avantages de faire le CETA ? Ah ben on ne sait pas, on ne nous a pas demandé de chercher ça. Donc ça repose sur une idéologie pure. Ce n'est que de l'idéologique. Et alors, ce qui était quand même impressionnant, c'est que nous avons voté vendredi la loi sur énergie-climat. Donc c'est une loi qui est catastrophique, je pourrais en parler, qui n'avance absolument sur rien, enfin vraiment, ils ont fait une loi pour faire semblant qu'ils faisaient quelque chose, mais derrière, il n'y a rien sur le financement direct et indirect aux énergies fossiles. Le charbon, on l'arrête, mais on le continue encore un peu. On ne remet pas en cause le financement des énergies fossiles. Les 11 milliards que la France donne aux énergies fossiles, dont on sait qu'elles doivent rester sous terre si on veut avoir une chance de ne pas avoir un emballement en termes de température, on continue à donner 11 milliards d'euros à ces énergies fossiles. Donc, l'extractivisme. Exactement. Donc ça là-dessus, bien sûr, le libre-échange, ils n'en parlent pas là-dedans, parce que notamment le Canada, maintenant qu'on a mis le CETA en application provisoire, donc ce traité de libre-échange Canada-Union européenne, le Canada se vante d'avoir augmenté de 63% ses exportations de gaz de schiste vers l'Europe, gaz de schiste que nous avons interdit en France parce que c'était extrêmement dangereux. Beaucoup de permis miniers sont toujours aujourd'hui autorisés. Bien sûr. On ne les exploite pas, mais... Bien sûr. Mais du coup, on voit bien l'absurdité des choses. C'est-à-dire que, par exemple, sur le gaz de schiste, il y a eu une bataille pour dire pas en France, pas chez nous, on ne fait pas ça, mais on continue à en amener, en fait, via notamment le Canada. Mais ce qu'ils disent sur le Canada, c'était si nous ne faisons pas un accord de libre-échange avec le Canada, mais dites-moi bien avec quel pays on pourrait le faire. Sauf que, déjà le Canada, c'est un pays qui a par exemple du saumon OGM, en termes de normes environnementales et sociales, on nivelle tout vers le bas avec ces accords de libre-échange. Mais là, pire que ça, au moment où on vote la loi énergie-climat, le vendredi vers 20h30, 21h, il y a un tweet de Jean-Claude Juncker qui arrive, pile à ce moment-là, et qui annonce que les négociations avec le Mercosur ont abouti. Donc un accord de libre-échange que nous allons faire avec les pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, qui, et ça n'a échappé à personne, est actuellement présidé par quelqu'un qui s'appelle Bolsonaro, qui est d'extrême droite, qui en plus d'être homophobe, antisocial, tout ce qu'on veut, est en train de détruire la forêt amazonienne, qui est juste ce qu'on appelle le poumon de la planète, donc on voit bien les désastres que ça fait, et détruit en même temps, il chasse les populations indigènes. Donc on nous explique qu'on peut le faire avec le Canada parce que finalement c'est bien, c'est un pays qui respecte les normes environnementales, serait sur nos valeurs, etc. Déjà on oublie la logique même dont je parlais juste avant, mais en plus on est en train de le faire avec le Brésil et on le fait avec l'Argentine aussi. Et l'Argentine, c'est intéressant parce que l'Argentine, aujourd'hui, c'est l'expérimentation à ciel ouvert de Monsanto. Il faut imaginer, il y a 40 millions d'Argentins. Aujourd'hui, on met 400 millions de pesticides par an sur l'Argentine. C'est l'équivalent de 10 litres de pesticides par personne.
Et par an. Par an. Enfin, c'est juste incroyable. Et donc, ils déforestent de manière absolument incroyable pour mettre du soja qui est ensuite transporté vers la Chine et vers l'Europe pour nourrir le bétail. Soja, bien sûr, OGM. Et donc, on va continuer avec ça avec l'Argentine, où on continue à servir les intérêts de Monsanto, etc. Parce que, et c'est là où on rejoint la question démocratique qui est liée avec la question écologique de manière extrêmement forte, en plus, ces traités de libre-échange, ils permettent à des multinationales d'attaquer des décisions souveraines des États devant des tribunaux d'arbitrage. Et des décisions souveraines, ça peut être par exemple, si un jour on interdit enfin le glyphosate, qui est un gros sujet sur lequel on s'est beaucoup battu à l'Assemblée nationale, alors ça permettra à Monsanto Bayer d'aller nous attaquer en justice parce qu'on a interdit le... manque à gagner. Exactement. Ils l'avaient fait par exemple sur l'Égypte, lorsqu'il y avait eu une augmentation de l'équivalent de quelques euros du salaire minimum, où là c'était Veolia qui avait attaqué en disant que ça attaquait sa liberté d'entreprendre, de faire des profits, etc. etc. Donc ça c'est aussi extrêmement dangereux pour le coup la souveraineté populaire de décider de ce qu'on va faire et de limiter le profit de ceux qui sont en train d'avoir une action juste criminelle. Parce qu'à un moment il faut nommer les mots, ceux qui nous ont mis dans cette situation et qui ont instauré ce système capitaliste où on va à tout va exploiter tout le monde et toute la nature et toutes les espèces animales et végétales, ont une responsabilité d'abord très forte dans la situation dans laquelle nous sommes et ont une action qui est aujourd'hui criminelle. Et ça, j'en arrive à mon deuxième exemple, le plus fort, je pense, en ce moment, qui est un symbole très fort de l'inaction écologique de ce gouvernement. C'est quelque chose qui se passe dans ce département, d'ailleurs, qui s'appelle le train Rungis-Perpignan. Donc ce train, c'est le dernier train de primeur qui existe en France, et donc qui transporte des fruits et des légumes de Rungis jusqu'à Perpignan. Et ce train-là devrait disparaître le 12 juillet. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas capable de trouver 25 millions d'euros. 25 millions. On a donné une des premières mesures qu'a prise Emmanuel Macron, c'était d'enlever l'impôt de solidarité sur la fortune parce que les riches souffraient incroyablement dans notre pays, qui a enlevé à peu près 3 milliards et demi à l'État par an. Mais 25 millions, on n'est pas capable de le trouver. Une fois. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? On va remettre 25 000 camions sur les routes. Sauf que 25 000 camions sur les routes, lorsqu'on sait qu'en France, on a déjà 67 000 personnes qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air, que des médecins alertent sur le fait qu'il y a des asthmes sévères de plus en plus fréquents chez les enfants, des maladies cardiovasculaires qui se développent de plus en plus, et j'en passe des meilleurs. On va faire ça avec toutes les conséquences que ça a. Même économiquement, ça ne tient pas. Là, il y a eu un rapport qui montre que 25 000 ponts sont dans un état lamentable. Vous rajoutez en plus des camions qui passent dessus. Je veux dire, on va avoir ce qui s'est passé à Gênes. Et ce qui s'est passé à Gênes, c'est un effondrement d'un pont avec des morts. Petite parenthèse, c'est la durabilité du béton qui en cause. Bien sûr. Je ne sais pas si tu as déjà fait la connexion, mais comme on a souvent se posé la question sur l'enfouissement des déchets à Bure, j'ai fait le parallèle entre les structures, les techniques utilisées pour les ouvrages d'art et notamment pour les ponts, avec la durabilité de ce qui est prévu à Bure sur l'enfouissement des déchets nucléaires. On arrive en fait à des choses très voisines en termes de durabilité. C'est que ces structures ne peuvent pas durer plus de 80 à 100 ans. C'est ça, Et donc on va avoir un problème important. On s'éloigne un peu du sujet, mais il y a là aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la durabilité des matériaux. Et puis là, on peut revenir au CEREMA aussi pour le coup. À l'expertise. Oui. Alors, on en revient au CEREMA, on en revient aussi à l'état de notre littoral. Oui, parce qu'il y a un sévère extractivisme pour aller faire ce béton qui finalement ne va pas traverser les millénaires, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, là où les constructions en pierre et en terre ont déjà prouvé qu'elles traversaient des millénaires. Donc je pense que ces deux exemples-là, déjà, ils sont frappants. Et puis après, il y a une troisième chose qui est importante. Alors, on pourrait parler de plein de choses. Il faut parler aussi de l'effondrement de la biodiversité, de l'artificialisation des sols, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais la crise écologique, elle est... 8 ans. Tu confirmes l'artificialisation ? Oui, c'est ça. Un département tous les 8 ans, tous les 10 ans, ça dépend des études, mais c'est l'équivalent de ça qu'on artificialise chaque année, tous les 10 ans. Est-ce que on prendra le temps de le faire si ce n'est pas fait, mais je vois des départements que j'ai plus suivis que d'autres, dans le même temps,
ce qui est exponentiel, ce sont les friches d'activité artisanale et industrielle. C'est-à-dire que à un moment donné, on a demandé à la collectivité d'avoir des terrains à pas cher pour des intérêts économiques. Les intérêts économiques s'en vont. D'autres phénomènes économiques viennent toquer à la porte. On laisse les friches sur les bras des collectivités. C'est ça. Et on demande à artificialiser d'autres choses quand d'autres choses n'ont plus Et pour d'usage. le coup, l'artificialisation des sols a un impact extrêmement fort, à la fois sur les inondations, parce que le sol ne peut plus absorber autant d'eau, et surtout quand on va vers des phénomènes climatiques extrêmes où pour le coup, il y aura soit des sécheresses très fortes, soit des pluies qui vont tomber beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus forte. Et puis voilà, exactement, sur la question justement de la chaleur, et ça parle, je pense, aux gens qui vivent la canicule et qui souffrent de la canicule actuellement, la question de bétonner les terres, d'avoir des arbres et de la verdure en ville, c'est extrêmement important. Et plus on bétonne, plus on va avoir des questions d'îlots de chaleur extrêmement fortes. Faisons attention à penser à la diversité des feuillus de ce qu'on plante, même en milieu urbain, parce que certains se donnent bonne conscience en mettant une seule essence d'arbre. C'est ce qui se passe dans les forêts. Une seule essence au sol. Et dans les forêts, c'est ce qui se passe. Oui, mais on va avoir une diversité. Ah oui, dans les forêts, tu veux dire à des fins industrielles. Oui, mais ça, c'est assez incroyable parce que ça a beaucoup été documenté sur l'agriculture. Sur l'agriculture intensive, le modèle d'agriculture intensive, on utilise beaucoup de pesticides, on invente l'agriculture sans paysan, en fait, c'est ça qu'ils ont inventé, où finalement, en plus, le paysan n'a plus de technicité dans ce qu'il est en train de faire. On lui demande finalement juste d'épandre des pesticides comme ça, où il s'empoisonne lui-même et puis il empoisonne l'ensemble de la population, dont l'exemple qui est le plus connu, c'est le glyphosate, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Sur la forêt, on n'est pas documenté. Et sur la forêt, si, on est documenté, mais ça s'entend quand même beaucoup moins. D'accord. Alors qu'il y a eu le même phénomène d'industrialisation sur la forêt, notamment avec une seule essence qui a été plantée, et d'ailleurs des arbres OGM qu'on met dans des forêts, des pesticides qui sont mis dans des forêts, avec les conséquences catastrophiques que ça a par exemple sur les abeilles qui sont autour, la biodiversité en général. Oui. Et en fait, on s'est retrouvé quand même... Faut avoir à l'idée, on est en train de détruire le service public de la forêt, notamment l'Office national des forêts. Un bûcheron, il y a une question sociale très forte, un bûcheron, ça a une espérance de vie en bonne santé de 52 ans. Ça donne une idée quand même de ce qu'on en fait actuellement. Et donc, la question des forêts, elle est importante parce que, on détruit la biodiversité qu'il y a dedans. Deux, on fait ce phénomène d'industrialisation où on voit des plantes comme ça qui sont d'arbres qu'on met en ligne comme ça sur lesquels on épand des pesticides et qui du coup tuent toute vie. Par exemple, dans ces forêts-là, vous n'entendez pas d'oiseaux. Parce qu'il n'y a pas les arbres morts sur lesquels les oiseaux peuvent venir et que ça tue la biodiversité en général. Et puis ensuite, sur la question du carbone notamment, parce qu'on dit souvent la forêt puits de carbone, etc. Sauf que quand on coupe l'arbre, c'est fini. Et que comme on est sur une rotation de plus en plus rapide pour permettre justement de faire du chiffre en fait, du coup ça explique qu'on met des pesticides à mort pour qu'ils aillent plus vite. Et surtout, le fait d'avoir mis une seule essence d'arbre, on s'est calé sur le modèle en fait des pays du Nord, alors que nous on avait une richesse d'arbres qui était beaucoup plus grande. On a fermé souvent donc 15... des résineux plutôt que des feuillus que nous avions. Exactement. On a fermé, je crois que c'est 15 000 petites scieries. D'accord. Parce qu'on a calibré seulement sur un type d'arbre particulier, qui font qu'aujourd'hui, les seules scieries qui survivent sont des scieries industrielles extrêmement grosses, et que toutes les petites scieries qui empêchaient qu'on trimballe ça aux quatre coins du monde ont été fermées. En fait, je cherche le nom de l'arbre depuis tout à l'heure, que je connais, je l'ai au bout de la Moi aussi, il va me revenir. Le Douglas. Le Douglas, merci. Le Douglas. Et en plus de ça, avec cette absurdité, où là on retrouve ce système de libre-échange complètement absurde, cette absurdité que donc on prend les arbres en France, on les amène en Chine pour qu'ils soient découpés, mis en meubles, voilà, qui vont revenir ensuite en France. Et enfin, on a une absurdité juste totale. C'est juste totalement stupide à la fois économiquement et écologiquement. Et du coup, ce que ce gouvernement ne veut pas comprendre, c'est qu'il faut relocaliser et la production et la consommation. Tu montes à la tribune de l'Assemblée nationale, tu prends ces exemples-là.
Et je parle ils chinois. répondent quoi? Et je parle chinois. Ils répondent pas. Mais non, pas le début du commencement de l'argumentation. Non. À part de temps en temps, des petites phrases méprisantes sur à quel point nous et les associations, nous sommes complètement des doux rêveurs, des irréalistes. De Rugy adore dire que lui, il a les deux mains dans le cambouis parce que, en même temps, c'est pas très facile d'avoir retourné sa veste 25 000 fois et d'être une girouette comme il est, parce que, quand même, De Rugy, il faut se rappeler qu'il y a 3-4 ans de ça, il soutenait encore le 100% énergie renouvelable, il expliquait qu'il fallait sortir du nucléaire, que le nucléaire crée beaucoup moins d'emplois que les énergies renouvelables, donc que si on allait vers le 100% énergie renouvelable, on créerait des emplois. Donc bon, c'est quand même, il a cherché sa place à tout prix, il est content d'être ministre, et alors maintenant, il trouve ça vraiment injuste que les associations écologistes le rappellent à la raison, en lui disant, ce que vous faites, ça ne va pas du tout. Et c'est symptomatique, et c'est ça le troisième point que je voulais aborder tout à l'heure, c'est symptomatique de voir comment ce gouvernement traite les militants écologistes. Alors ça arrive à peu près sur tous les militants, cet autoritarisme, mais sur les militants, exactement. Mais sur les militants écologistes, on le voit de manière très forte. On l'a vu avec Extinction Rebellion il n'y a pas si longtemps que ça, où on les gaze comme ça de manière extrêmement proche. Et bon, d'ailleurs, où ils ont une réponse assez drôle quand De Rugy dit qu'ils n'ont aucune proposition à les projeter sur le ministère de la Transition écologique, mais pour le coup sur Bure, quand des gens disent on ne veut pas qu'on enfouisse pour des centaines de milliers d'années des déchets nucléaires sous terre, qu'est-ce qu'ils ont derrière? En une année, ils ont eu 50 procès, une vingtaine de perquisitions, plus d'une dizaine d'interdictions de territoire. Enfin, des procès qui n'ont ni queue ni tête, des procès où les avocats et les personnes jugées ne sont pas là, des procès où on juge quelqu'un parce qu'il a une pelle à tarte et qu'on considère ça comme une arme. C'est pas possible, c'est juste de l'acharnement politico-judiciaire sur des gens qui juste disent on peut faire autre chose de nos territoires, de nos vies, que d'être des poubelles nucléaires. Et ça, c'est très marqué. Ce gouvernement, il a décidé que pour toute forme de contestation, et qu'elle soit écologiste, sociale, tous ceux en tout cas qui pourraient faire croire qu'on peut vivre différemment que la manière dont on vit aujourd'hui, leur solution c'est d'écraser. On bâillonne, on écrase, et comme ça l'alternative n'existe pas. Et bien si, l'alternative existe, et heureusement qu'elle existe, et moi je pense que la jeune génération va y jouer un grand rôle. Et, on a des élections municipales devant nous. Les questions de libre-échange, finalement, tout le monde voit ça de très loin, mais je me dis que nécessairement, le droit du sol étant principalement administré par l'intercommunalité et la commune, ce qu'aujourd'hui va nous être opposé par la culture du libre-échange et les tribunaux d'arbitrage, en fait, va venir foudroyer les politiques municipales. On va le voir sur les services publics et leur financement, même si pour l'instant on repousse l'idée qu'ils soient étendus aux services publics locaux, l'idée qu'il y aurait une concurrence déloyale que d'avoir des services publics et de les financer localement. Il y a cet aspect-là qu'on doit avoir dans le viseur. On a l'aspect du droit du sol et de l'urbanisme. Parce que tout ce que la maîtrise communale voudra pour faire des choix de construction de logement social plutôt que de laisser la promotion et les logements de standing se développer parce qu'on y met moins d'argent à la construction et on ramasse plus de pognon. Tout ce qui va être préservation de la biodiversité, des mares, des étangs, des forêts communales, etc., vont s'opposer à cette culture-là. Et donc, j'ai un peu le sentiment qu'il faut qu'on fasse passer dans le débat des élections municipales le fait qu'il y a péril là pour d'autres formes de souveraineté et d'implication populaire dans ce qui est bon pour tous dès l'échelon démocratique de la commune. Oui, mais tout à fait. Et de toute façon, ça doit se faire à tous les échelons, en fait, parce que concrètement, ce qui est fait aujourd'hui avec l'idée, de continuer avec le libre marché, l'idée par exemple d'ouverture à la concurrence d'absolument tout, ce qu'on a fait sur le ferroviaire, le service public ferroviaire. On a d'abord ouvert à la concurrence les marchandises, puis on a ouvert à la concurrence le transport de personnes récemment, avec une catastrophe absolue. Concrètement, maintenant 87% des marchandises sont transportées par la route, et on a baissé de 30% ce qui était fait par le rail, donc on va complètement à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Donc toute cette idée-là, elle continue
à être la norme dominante de ceux qui gouvernent aujourd'hui, de cette oligarchie qui est en train de tout prendre aujourd'hui. Et sur cette question de cette norme qui existe, en fait, il laisse tout au privé, en fait. C'est comme si on laissait gérer notre avenir par des boîtes privées qui n'ont pour intérêt que le profit à court terme. Et finalement, nos dirigeants, c'est exactement la même chose. Et donc, à tous les échelons, la réponse aussi à la crise écologique, elle est dans la souveraineté populaire. Elle est dans la reprise du pouvoir au privé en disant non, maintenant, on va faire valoir l'intérêt général, on va faire valoir du moyen et du court terme, parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'échelon de l'État. Il ne planifie rien, il n'anticipe rien. Et c'est pareil à tous les échelons aujourd'hui. Dans plein d'endroits, il y a une espèce d'oligarchie qui a laissé aux grandes boîtes privées le fait de gérer, de savoir comment est-ce qu'on allait vivre dans les années qui arrivent. Et le fait de faire une constituante, de retrouver la souveraineté populaire à tous les échelons, c'est la seule manière d'avoir une rupture claire et rapide, parce qu'on a aussi une question de temps dans cette histoire. C'est la seule manière d'avoir une rupture avec notre modèle. Et ça passera nécessairement par le peuple. C'est pour ça que nous, on parle d'écologie populaire. C'est à la fois parce qu'il y a une question sociale très forte dans l'écologie, et que si on ne la traite pas, c'est ce que le rapporteur, par exemple, aux Nations Unies sur les droits humains, il appelle l'apartheid climatique, en disant, bon, bah, les riches, ils s'en sortiront toujours. En plus, ils sont capables d'anticiper. Bon, l'exemple le plus frappant, c'est ceux qui sont en train de se construire des îles artificielles, en disant, bah voilà, moi, j'en ai rien à foutre, qu'ils crèvent tous, que tout le monde meure de soif, etc. Moi, je pourrais me débrouiller, et puis ciao, je vous laisse, quoi. Donc il y a une question sociale, il y a une question sociale aussi en termes d'inégalité, parce que plus les inégalités sont fortes, et il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus, plus une société anti-écologique, donc ça sera forcément une société solidaire, quels que soient là encore les niveaux, et donc pour les municipales, c'est quelque chose qui compte. Et la question de la souveraineté populaire, elle est extrêmement importante. On n'y arrivera que si on remet l'intérêt général au cœur du projet, et donc que si le peuple reprend le pouvoir sur son destin. Pas surprenant que la France soumise mette aussi la question des privatisations ou délégations à des entreprises privées de questions dès l'échelon communal, telles que l'eau, l'énergie, le chauffage urbain, le traitement des déchets, les transports en commun d'ailleurs. Oui. J'ai vu aussi que... Aurélien Bernier, par exemple, quand il parle, j'avais fait donc c'est un spécialiste de l'énergie, il a beaucoup travaillé justement sur la privatisation, la dérégulation du marché de l'énergie, où là aussi on ouvre à la concurrence sur quelque chose qui est complètement absurde, parce que c'est un bien commun, l'énergie, c'est un bien dont on a besoin pour vivre. Et lui, il le dit tel quel, et c'est pour ça que je disais ça aussi tout à l'heure, il dit concrètement, ce gouvernement, et les autres précédemment d'ailleurs qui ont dérégulé aussi, ce gouvernement a décidé que ceux qui faisaient et qui menaient la transition énergétique dans notre pays, c'était Total et Suez. Alors après, il faut choisir. Est-ce qu'on veut laisser Total et Suez décider de notre avenir énergétique? Mais c'est ça qui se passe actuellement. Excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. Mais du coup, non, ce que je cherchais à faire comme connexion, c'est qu'il y avait une approche globale de la part du groupe parlementaire, mais qu'on allait avoir dans l'élection municipale l'occasion aussi de se mettre à distance politiquement de tous ceux qui, de près ou de loin, concourent à cette culture du court terme et qui font qu'on va dans le mur en klaxonnant. Donc ça, c'est le constat. Face à nous, on a plutôt une approche idéologique. Si on résume en quelques points, du coup, toi, avec tes mots, tu voudrais rappeler quoi? Qu'on oppose à tout ça la fin du libre-échange, la règle verte, on en fait la liste? Ouais. Alors, règle verte, ça c'est une des manières dans la Constitution justement de lutter contre les intérêts privés, notamment dans la loi hydrocarbures, ça se voyait énormément. À chaque fois qu'on voulait restreindre les entreprises de faire des permis de recherche ou d'exploration, on nous disait liberté d'entreprendre, on ne peut rien faire. Donc la règle verte, c'est ce qui nous permet concrètement dans la Constitution de protéger l'intérêt général écologique, l'intérêt général humain. Ça permettrait d'interdire Europa City, par exemple, l'artificialisation des sols. Donc, règle verte, c'est très important. Planification écologique,
dans le sens d'avoir des investissements forts de l'État et pour le coup une expertise publique forte, des moyens humains qui sont mis à disposition pour aider à faire cette rupture-là, parce qu'on ne va pas y arriver juste comme ça. Ça, c'est très important. Et en même temps, et ça c'est important aussi dans la souveraineté, si on prend par exemple la transition énergétique, à la fois il faut qu'on renationalise les grands moyens de production d'énergie et qu'on les bascule vers les énergies renouvelables, donc ça implique de faire de la formation, d'investir, mais à la fois aussi dans cette transition énergétique, il y a tout ce côté autour des coopératives de production, où là les gens sont propriétaires propriétaires d'usage, on va dire, de leurs moyens de production. Et donc, il y a un côté aussi très démocratique dans la manière dont on peut mener cette transition énergétique. Donc, la règle verte, la planification écologique, la fin du libre-échange, parce qu'il faut urgemment relocaliser la production et la consommation. D'ailleurs, ça créera des emplois. La question... de la fin des modèles industriels de production agricole, ça c'est une question très importante parce qu'on nous fait croire qu'on peut continuer comme ça, mais quand on sait qu'on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours et 1 sur 3 qui vit avec moins de 350 € par mois, je ne vois pas comment ils disent qu'on peut encore continuer ce modèle-là qui crée du malheur absolument partout. Donc il faut revenir à une agriculture intensive, mais cette fois-ci intensive en main-d'œuvre, et c'est la seule manière dont on peut... Donc, y arriver. Coup, paysanne, locale et bio. Exactement. Après, il y a la question de la non-marchandisation des biens communs, définir des biens communs, dire que ces biens communs n'ont pas le droit d'être marchandisés, vendus au privé. Certains nous disent appeler des communs pour être encore plus clair sur le fait que ce ne sont pas des biens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a l'eau dedans, il y a l'énergie, on peut en déterminer pas mal qui seraient inscrits dans la Constitution et je pense que ça c'est vraiment très important quand on voit que par exemple dans le 93 on paye son eau plus cher qu'à Paris alors que la population est quand même moins riche en moyenne, c'est quelque chose de très important. Puis ça nous sort du profit immédiat. Après, il y aurait plein d'autres choses. Je peux, pas pour appeler une réponse aujourd'hui pour ce qu'on est en train de filmer et d'enregistrer, mais il y a 2 choses que je mette là sur la table pour qu'on y réfléchisse et on en reparle. Il y a, tu sais, souvent au niveau de la transmission des biens, ou pour évaluer la valeur de quelque chose, on parle de conformité. Et en droit de l'urbanisme, on est tout le temps en train de chercher la conformité du branchement, des paramètres sur l'isolation, des choses comme ça. On ne pense jamais à propos de la terre à avoir une législation en matière d'évaluer la qualité de l'humus de la terre agricole, de la forêt qui est transmise, etc. Je pense que là, à la fois au niveau national et au niveau communal, dans les règles d'urbanisme, on devrait étudier quelque chose sur la valeur en termes de biodiversité, pas en termes économiques, du bien, et peut-être même avoir des exigences réglementées quant aux conditions dans lesquelles un terrain qui a eu un usage à un moment donné, agricole, ou pas agricole d'ailleurs, doit pouvoir être cessible. Oui. Tu vois, en ayant une diversité, une qualité de vie en surface et en sous-sol qui soit à des seuils qui sont prévus et pas en deçà. Et donc, on doit permettre que la biodiversité redevienne à un certain niveau pour pouvoir transmettre le bien ou le vendre. Il y a un travail là à faire. Et puis, il y a un autre truc dont j'avais longtemps parlé avec un Lyonnais, Maurice Charrier, qui a été maire de Vaux-en-Velin pendant des années et qu'on considérait à ma génération comme un peu notre mentor en termes de politique de la ville. Il disait on a raté un truc dans toutes les années de densification urbaine et qu'à Lyon un temps avait été préservé notamment par les hospices de Lyon, mais Gérard Collomb a tout bousillé en faisant vendre les terrains d'assiette des hospices de Lyon, c'était que en fait, la puissance publique reste propriétaire des sols, même quand l'usage de la surface est privé. Que ça soit pour l'activité économique, pour le logement, notamment, même pour le logement privé.
de manière à ce qu'on puisse exiger en tant que puissance publique une qualité de retour après un bail emphytéotique, plutôt que de se retrouver, comme je te le disais tout à l'heure, on a vendu des terrains, surtout à pas cher, pour piquer les entreprises du voisin, qui après, pour des raisons souvent de délocalisation, sont repartis ailleurs, on nous laisse la friche sur les bras. Par ce système qui consisterait à dire, on ne vous vend plus les terrains, mais on vous les met à disposition pour 99 ans, dedans, on fixerait les règles avec les règles de retour du bien le jour où on délocalise ou on repart. Alors là, on va nous dire qu'on vient remettre en cause le droit de propriété, etc. Mais je pense que de toute façon, la question écologique... Moi, pour avoir vu mes grands-parents et arrière-grands-parents être confrontés à ça à Lyon et à Villeurbanne, je te le dis, notre famille a joui pendant 3 générations d'un bien en surface qu'ils avaient construit. Bon, mais ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas le terrain d'assiette. Au bout de 99 ans, les hospices de Lyon ont décidé de reprendre leur terrain d'assiette. Ils ont indemnisé les propriétaires pour la valeur de leurs biens. Donc moi, je pense qu'on saurait mixer le fait qu'il y a un droit à la propriété avec le fait que le sol et le sous-sol renvoie à tout ce que tu as dit sur le libre-échange. Le sol, dans sa globalité, avec ce qu'il compose, donc y compris avec ce qu'il y a en dessous, c'est la biosphère. Tu vois, c'est comme l'histoire, je ne sais pas si tu connais ça, mais en communal, on s'approche des municipales, alors j'en parle, on a l'assainissement collectif des eaux usées et l'assainissement non collectif. Alors le privé a inventé, et la doxa réglementaire au niveau législatif a épousé ça, c'est que dès lors que le maître d'ouvrage décide qu'il n'y a pas d'assainissement collectif parce que ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher du fait des moyens à mettre en œuvre, de la distance entre les hameaux en milieu rural, etc. Bref, il y a un prétexte qui fait qu'on dit pas d'assainissement collectif. Dans un premier temps, certains écolos pouvaient se dire ouais, bah c'est bien, c'est pas le tout épuration. Sauf que, parce qu'on ne mettait pas les tuyaux pour collecter vers des usines d'épuration. Ok. Sauf qu'au lieu de prévoir la micro, la phytoépuration, le truc de proximité, on a dit c'est l'affaire des particuliers. La moindre installation vaut entre 5 000 € en urbain pas dense ou en rural et 15 000 € pour se mettre aux normes pour ces rejets d'assainissement. Et ça, on dit aux gens, ah bah, on n'intervient pas, c'est chez vous. En fait, c'est la même culture. C'est pour les mettre avec l'interlocuteur qui va bien, qui n'est généralement pas l'entreprise locale, mais la multinationale, pour aller faire les travaux chez les particuliers. Donc faire de la croissance. Sans regarder que les gens ne sont pas forcément en situation du coup de se mettre aux normes. Sauf que là où moi je conteste l'affaire, c'est que le sous-sol et les eaux de ruissellement, leur qualité, dans le petit cycle comme dans le grand cycle de l'eau, c'est le même pour tout le monde. C'est la flotte qui passe dans notre corps demain et qui a passé dans le corps de précédents avant nous et de Palestiniens après-demain, parce que tout ça, c'est un même jardin planétaire. Donc, au nom de l'intérêt général, je pense qu'il faudrait aussi qu'on bouge sur les questions d'eau usée et d'assainissement. Parce que les élections municipales vont nous confronter à ça. Mais on ne peut avoir qu'une réponse réglementaire au niveau du Parlement. C'est de dire aujourd'hui, il y a un intérêt général écologique et humain qui est unique. Et les collectivités ne peuvent pas financer par la facture d'eau quand il y a de l'assainissement collectif et dire c'est pas notre affaire quand c'est du service non collectif. On va venir vous contrôler, on va vous dire que vous n'êtes pas aux règles, mais démerdez-vous pour vous mettre en conformité avec la loi. La vérité, c'est que les gens ne le font pas et on pollue. Et on pollue quoi? Mais ça, moi, je veux bien bosser là-dessus avec toi à l'Assemblée. Et moi, c'est ça. Moi, j'appelle ça la privatisation de l'écologie, en fait. Tu vois, qui sont dans le quotidien et qui vont être dans le débat municipal. Tout à fait. Tu sais combien il y a de Français il y a 5 millions de foyers, 12 millions de Français. 12 millions de Français, d'habitants français, qui sont confrontés à l'assainissement non collectif. C'est un angle mort de l'écologie et des eaux usées dans notre pays. On ne règle pas le problème, on dit « Ah si, on a prévu, les collectivités sont en charge de faire des services d'assainissement non collectif. » Très bien, c'est quoi les prérogatives? Faire du contrôle. Et pour la maîtrise d'ouvrage et réaliser les travaux pour qu'on arrête de polluer, pour
5 millions de foyers dans ce pays, Ouais, c'est ça. ah bah c'est leur affaire. Ah ouais. Ils sont juste punis au moment où ils vendent ou au moment où le bien est transmis. Ils ne sont même pas vraiment punis parce qu'en l'état actuel, on signale à l'acquéreur que le truc n'est pas conforme. Donc on est et qu'il a le devoir de se mettre en conformité. La police de ça est très très faible et puis de toute façon, ça reste une police. Ouais. Alors que là où, par bonheur, il y a une intelligence publique qui dit on va le faire sous maîtrise d'ouvrage, public, mais c'est malheureusement beaucoup du collectif. Et donc, là encore, dans des logiques où on veut en collecter de plus en plus pour des logiques de profit, pour des stations d'épuration de plus en plus chères et de plus en plus grandes. Donc là aussi, on va dans le mur. Tu vois, et là, je pense qu'on a un truc à revoir dans la perspective des municipales. Et c'est un des sujets sur lesquels on peut faire une actualité parlementaire dans un contexte de municipal. Il y a les questions liées à la révocation des élus, à la démocratie, au fonctionnement communal. Comment se fait-il? Tout à l'heure, je te prenais l'exemple du transfert de compétences du conseil municipal ou du conseil communautaire ou métropolitain au maire et au président. C'est parce que la loi le permet. La loi, elle dirait on redonne de la souveraineté dans des formes de cogestion avec les habitants d'une part. Un esprit plus coopératif plutôt qu'un esprit de démocratie représentative. Et puis par ailleurs, on dirait maintenant les assemblées délibérantes conservent les prérogatives et les maires en sont les animateurs de cette démocratie plutôt que ceux qui accaparent les pleins pouvoirs pour après vaguement rendre compte dans une liasse de décisions du maire que personne ne lit chaque mois, d'accord ? On ferait aussi une activité parlementaire, si je puis me permettre, autour de l'exigence démocratique que nous avons pour les municipales de mars. Non, et puis ça va dans le sens que tu disais sur on laisse, moi ce que j'appelle la privatisation de l'individu. En fait, ce que nous on dit sur l'écologie populaire, c'est la non-culpabilisation. Parce que déjà, ça sert à rien. De deux, ça c'est une stratégie des multinationales. Et pour le coup, sur le plastique, ça se voit hyper bien, quoi. Enfin, notamment, tu vois que Coca-Cola paye des lobbyistes pour aller dire et payer des associations qui vont aller récolter les bouteilles qui ont été laissées par les méchants individus qui ont jeté leurs bouteilles. Alors certes, c'est mal d'avoir jeté sa bouteille, mais ça permet de ne jamais remettre en cause le nombre de bouteilles en plastique, de milliards de bouteilles en plastique que fait Coca-Cola chaque année. Et donc, du coup, cette manière de remettre que sur l'individu l'écologie, nous, c'est l'écologie qu'on a eue pendant des années, l'écologie de ferme ta lumière, éteins ton robinet. C'est l'écologie sur laquelle est beaucoup Macron aussi. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo magnifique, début de mandat, l'Élysée, Emmanuel Macron qui est à l'Élysée, qui dit ferme ta lumière, éteins ta lumière pour sauver la planète, regarde moi aussi je le fais. Dézoome sur l'Élysée, là l'Élysée s'éteint. Mais ça c'est fini, c'est archaïque comme manière de faire. Et en plus c'est injuste. Parce que pour le coup, les plus gros pollueurs, c'est les Total, les Monsanto, et en fait, ce que disaient les Gilets jaunes là-dessus, c'est mais nous, on est d'accord pour faire des choses écologiques, pour avoir une vraie politique écologiste, on est d'accord là-dessus. Mais alors, rendez-nous nos services publics, arrêtez de nous faire voyager 3 heures de chaque côté pour pouvoir aller au boulot si on en a un, aller à l'hôpital parce que l'autre a fermé, aller à la maternité. Et commencer par faire payer les pollueurs. Remettez-nous nos lignes de train. Enfin, et ça, c'est une organisation. Parce que pour le coup, la transition écologique, elle implique de repenser toute notre manière d'aménager le territoire. Et toi, tu en as esquivé plein de traits, mais elle demande à repenser la transition énergétique, par exemple. Est-ce que c'est possible dans une grande métropole comme on est ici d'avoir un approvisionnement uniquement par des énergies renouvelables si on reste dans des zones aussi denses? Et locales. C'est une question. La question de savoir, est-ce qu'on continue à faire comme moi je travaille à Grigny, à faire que les gens font 1h30, 2 heures de transport pour aller au boulot, où ils sont tous, déjà si on a la chance d'avoir un boulot, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça on maintient des gens dans le chômage, où l'emploi est concentré à un seul et pratiquement à un seul endroit, et on fait faire 3 heures, 4 heures de transport aux gens. Et c'est du temps qu'ils perdent dans leur vie, quoi, avec leurs gosses, avec leurs amis. Dans la boîte à outils municipale, on a mis le rapprochement entre les fonctions habiter, travailler, accéder aux services et commerces,
et les loisirs dans un espace-temps à pied ou en vélo ou en transport en commun de 20 minutes comme objectif, un peu comme la règle verte, mais à propos de rapprocher ces fonctions, de ralentir la vie par le rapprochement des fonctions, comme un peu notre manière de regarder chaque politique publique d'aménagement et aussi de regarder tout projet d'aménagement ou de construction qui émanerait de la promotion ou d'initiatives privées, de le regarder avec cette règle politique-là. Mais ça, c'est très important. Ça change énormément de choses. Absolument. Là, je parlais la dernière fois avec une maman célibataire qui a 3 enfants. Elle me disait, moi, faire 3 heures et 4 heures de transport. La maman, parce que c'est elle qui a 3 vies en une et qui va souffrir le plus de ces éloignements-là et de ces distances. Absolument. Et du coup, bon, après, on peut tirer sur plein d'autres choses. Par exemple, c'est écologique de faire une réduction du temps de travail. Par exemple, si on décide de faire 4 jours par semaine au lieu de 5 jours, ça évite des déplacements à des gens. Typiquement, Donc en fait, la question écologique, elle est à la fois inquiétante parce qu'on a des alertes absolument de partout. On voit ce qui s'est passé en Inde, ça donne quand même une bonne idée de ce pourquoi on se mobilise, parce que si on va dans la crise écologique de plus en plus forte, qui a déjà largement commencé, mais si on continue comme ça à être, où on nous met tous en compétition les uns contre les autres, on en arrive dans la situation de l'Inde où quelqu'un va poignarder 6 autres personnes parce qu'on ne lui laisse pas assez accéder à l'eau. Les animaux herbivores changent de comportement et vont se tuer entre eux alors que d'habitude ils sont herbivores. Donc ça montre toute la société, vers quoi on va aller si on fait rien, quoi, si on continue ce qu'ils appellent l'incitation. Parce que l'incitation, alors il ne faudrait pas interdire les panneaux lumineux publicitaires parce qu'il faut inciter, voilà, avec le chantage à l'emploi à chaque fois, ça c'est plein de techniques aussi pour éviter d'agir sur l'écologie. Alors il y a la question des petits pas, il y a la question de la France ne pourrait rien faire elle-même, il y a la question des emplois qu'on met en chantage, il y a plein de choses qu'on fait et qui finalement permettent de ne jamais agir sur les questions écologiques. Mais donc il y a à la fois toutes ces alertes et à la fois on vit quand même dans un monde pourri, quoi, faut le dire à un moment. Il y a un nombre de gens qui sont malheureux dans notre société parce que ça a plus de sens. Parce qu'on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce qu'on a plus de 6,5 millions de chômeurs et que là encore le gouvernement va enlever 600 000 personnes de l'indemnisation chômage. On vit quand même dans un monde où les cancers explosent, les suicides aussi. Et donc pour le coup, la crise écologique, elle ouvre aussi un horizon d'espoir sur comment on pourrait changer tout ça. Et parce qu'on va devoir le changer. Et donc ça ouvre aussi ça. Et pour le coup, la transition écologique, la planification écologique, tout ça, c'est quelque chose qui laisse entrevoir en perspective justement une vie qui va plus lentement, une vie où les liens sont plus forts, une société plus solidaire et tout ça en fait, une aspiration au bonheur des gens qui peut justement aider à ce que ça soit pas juste une transition subie où on va aller tous à s'entretuer les uns les autres et avoir 1 milliard de réfugiés climatiques qui iront mourir dans la Méditerranée comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais où justement on se réorganise pour s'adapter à ce changement climatique, atténuer le plus possible ce qu'on peut faire aussi, et changer complètement les bases de notre société actuelle, qui marche sur la tête en fait. Ça ne m'étonne pas, on a cette approche à la fois planétaire et puis continentale et nationale sur ce qu'il y a lieu de faire. On aurait au passage des municipalités qui sera un peu des preuves par l'exemple, qu'il est possible de bifurquer dès mars prochain, dès mars 2020. Je pense quand même que ce serait des points d'appui. J'ose essayer des formules. On est là assez bien calé sur l'idée que pour les municipales, on en appelle au peuple commande, à ce que les gens prennent la parole, décident eux-mêmes, viennent au conseil municipal, quitte à ce qu'on leur fasse presque plus la courte échelle qu'on leur demande de nous suivre. Là-dessus, on est calé. Il y a un truc, à mon avis, qu'il faut encore travailler, c'est comment finalement, sans considérer que la municipalité ou la commune, c'est une île, bien entendu. Mais comment, parce qu'on a une pleine conscience
et qu'il y a des gens qui peuvent, dans le contexte du dérèglement climatique ou par d'autres portes d'entrée, tu en as cité un certain nombre d'exemples, prendre conscience que le monde en fait dans lequel on a grandi et vieilli, il se meurt. Hein, et que du coup, le projet municipal, c'est pas faire un peu plus ou un peu moins bien, ou un peu mieux, pardon, ou un peu moins dans certains domaines que les municipalités conduites par des châtelains municipaux, là, mais que carrément, on va inviter les gens à ces municipales et dans l'action communale, ensemble, demain, à préparer le monde d'après. Oui. Le nouveau monde, quoi. Oui, oui. Tu vois? Et je pense que là, ça manque encore. On doit, en termes de messages à porter, la deuxième jambe après la démocratie radicale, parce qu'il y a cet objectif d'écologie populaire, ce projet, pardon, d'écologie populaire. Pour la municipale, est-ce qu'on n'a pas, à l'échelle du pays, bien entendu, dans la foulée, on n'a pas à se dire, en fait, ce qu'on propose aux gens, c'est de venir fabriquer le nouveau monde à la place de ce vieux monde qui se meurt. Et c'est une fabrique qu'on doit mettre en route avec ces municipales, de ce que ça peut être dans un esprit coopératif, et pas dans l'esprit classique de la démocratie représentative. Du coup, tout se tiendrait. Oui, non, et puis c'est important parce que ce que je disais tout à l'heure sur la France ne peut pas agir toute seule, donc il n'y aurait rien à faire. On est d'accord hein, qu'une commune, ce n'est pas un îlot, mais on a besoin aussi de montrer cette alternative. On a besoin de montrer à quoi ça ressemble aussi le monde qu'on voudrait à des échelles. Alors bien sûr avec toutes les limites des dotations des collectivités, avec des limites sur plein de choses. Des fois, tu sais, c'est on s'auto-organise au niveau alimentaire dans la ville, on s'auto-organise pour faire des choses autour de l'énergie renouvelable dans la ville. On n'a peut-être pas besoin de millions en tout pour cas, faire ça. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est important de montrer ce qu'on veut faire, d'avoir ces points d'appui qui ensuite servent à rayonner autour. Quand on fait quelque chose à un endroit, ça donne des points d'appui à d'autres endroits, c'est sûr. Ça aide à se battre sur des choses, ça aide à comprendre ce qu'on est en train de faire, ça aide à savoir, à mettre concrètement en acte ce qu'on dit politiquement. Et donc si, c'est très important. Et moi, je pense assez souvent à cette phrase que j'aime beaucoup, sur le gouvernement Allende, donc 1970-1973 au Chili. Et les gens disaient, parce que quand même sous Allende, il y avait ce truc, quand les étudiants racontent, ils allaient dans les champs, parce que il avait redonné les terres aux paysans qui jusqu'alors étaient tenus par des grands propriétaires, des espèces de seigneurs qui détenaient les terres, donc il avait redonné les terres. Et donc les étudiants allaient les week-ends, les vacances, aider les paysans à travailler la terre. Ils allaient, pareil, les week-ends, les vacances, aller construire des maisons en kit pour que tout le monde ait en bois, pour que tout le monde ait un toit et un endroit où se loger. Donc, il y avait vraiment une énergie populaire pour le coup autour d'Allende, et les gens disaient notre gouvernement est pourri parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais c'est notre gouvernement. Et voilà, je pense que c'est assez juste comme. Ce sera le mot de la fin. Merci Gabriel. Merci à toi Mathilde. Merci.